On va avoir un petit décalage, mais on va essayer peut-être si on arrive à respecter les 20 minutes de communication, on va essayer de respecter les temps. Bienvenue à tous pour alors c'est la session numéro 14, je crois, donc la session 13 est à l'étage. Le panel, c'est technique et mécanique en diachronie. Et nous avons trois intervenantes. Nous allons commencer par Alessia Zoubani de l'Université d'Oxford avec sa communication au-delà des Grecs vers une histoire globale des dispositifs mécaniques tardo-antiques et médiévaux. Alors Alessia Zoubani, je vais la présenter rapidement. Elle nous a fait l'honneur d'être présente parmi nous. Alors, elle est titulaire d'un doctorat conjoint en histoire des études asiatiques de l'École pratique des hautes études et de l'Université de Bologne, si c'est bien ça. Elle est actuellement associée à l'Institut français des études anatoliennes en Turquie. Son projet de recherche se concentre sur l'entrelacement entre technique et pouvoir au Moyen-Orient tardo-antique et médiéval. Elle met particulièrement en lumière le rôle crucial des dispositifs mécaniques, tels que les automates et les mécanismes d'horlogerie, dans les pratiques de définition et de légitimation de l'autorité politique. Donc, nous allons l'écouter, donc une vingtaine de minutes, s'il vous plaît, puis après on pourra... Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on peut éventuellement prendre les questions tous ensemble après. Alors, on va peut-être se faire suivre les communications. Je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs, Meissa, pour la planification de ce colloque. Et c'est vraiment un véritable plaisir d'être ici à la Beta Licma Carthage aujourd'hui avec vous. Donc moi, dans ma recherche, je m'intéresse à l'histoire de la mécanique et des dispositifs ingénieux dans le monde islamique médiéval, où cette discipline est connue en arabe sous le nom de Sinaat ou Ilm al-Hiyal, l'art ou la science des dispositifs mécaniques. Quand on parle de dispositifs ingénieux, on fait référence à des artefacts capables de produire de manière autonome des effets visuels et sonores face à divers systèmes de fonctionnement, tels que la pression de l'eau et de l'air, le feu, ou encore des techniques utilisant la mercure. Des exemples de tels mécanismes incluent des dispositifs ludiques, des statues animées et des horloges hydrauliques, comme celle que vous pouvez voir à l'écran, conçue par Al-Mouradi, un savant musulman de l'Espagne islamique au XIe siècle. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets de recherche, j'ai constaté qu'en examinant l'histoire de la mécanique dans les sociétés islamiques, on met souvent en avant sa dépendance à la tradition gréco-hellénistique. En revanche, les transferts des connaissances avec d'autres traditions techniques sont souvent laissés de côté, voire complètement négligés. Il est sûrement vrai que dans la Méditerranée, la mécanique et la science des dispositifs ingénieux ont d'abord prospéré dans les mondes grec et hellénistique. La ville d'Alexandrie en particulier était un véritable centre de recherche pour cette discipline. Ici, au début du IIIe siècle avant notre ère, Ptolémée Ier a fondé les musées, un centre d'études qui servait d'environnement idéal de recherche pour les savants. Et ici, il y avait pas mal de gens qui ont fait travailler dans les domaines techniques. Et parmi ces chercheurs, il y a lieu de citer Ctésibios, Philon de Byzance et Hérome d'Alexandrie, dont les travaux ont successivement jeté les bases de l'étude sur la mécanique en contexte islamique. Plus en particulier, durant la première époque abbasside, la mécanique a connu un essor considérable, avec de nombreux textes techniques grecs qui circulaient en traduction arabe. Ces traductions ont servi de catalyseur pour l'étude de la discipline, ainsi que pour la composition de nouveaux ouvrages en arabe. Dans le seul califat abbasside du IXe et Xe siècle, la production scientifique sur cette discipline était considérable, avec la rédaction d'ouvrages centrales tels que le livre des dispositifs mécaniques et l'instrument qui joue par lui-même par les Banu Musa, trois frères qui étaient d'influents hommes politiques et savants très proches à plusieurs califes. On peut donc constater que la tradition mécanique grecque hellénistique a joué un rôle fondamental dans le développement de cette discipline au sein des sociétés islamiques. Ce rôle, bien entendu, ne doit pas être sous-estimé. Cependant, si ce rôle est indéniable,
il est tout aussi vrai qu'une focalisation excessive sur la mécanique hellénistique comporte certaines limites. En effet, cette approche a freiné l'exploration des techniques développées dans d'autres contextes culturels et a limité notre compréhension des processus de transmission des savoirs techniques dans les vastes espaces afro-asiatiques. Pour combler ces lacunes, il est donc essentiel de prendre en compte aussi l'histoire de la discipline dans d'autres contextes et aussi la relation que ces traditions avaient l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, je vais précisément me concentrer sur deux de ces contextes. L'un qui est un peu plus étudié, en fait, il s'agit du monde byzantin, et de l'autre côté, le monde des Perses sassanides. Donc, le monde byzantin, on le sait bien, il a joué un rôle essentiel dans la transmission de l'héritage gréco-latin. Et pour ce qui concerne l'histoire des mécanismes ingénieux, on sait que dans ces contextes, il y avait un intérêt particulier pour ces genres de dispositifs. Pour ce qui est du corpus littéraire, à ma connaissance, les traités sur les instruments sont assez rares. Nous avons quelques fragments d'un ouvrage intitulé Sur les machines merveilleuses par Anthemius d'Étrales, qui était un des ingénieurs qui avait été chargé par l'empereur Justinien de reconstruire la cathédrale Sainte-Sophie au VIe siècle. Il existe également des textes sur d'autres instruments. Il ne s'agit pas de mécanismes ingénieux tels que des astrolabes, les sphères célestes. Et après aussi un petit texte sur un horloge qui est dit être un modèle persan qui date apparemment au XIVe siècle. Malheureusement, d'autres textes byzantins comparables aux traités arabes sur les dispositifs ingénieux n'y nous sont pas parvenus. Malgré cela, nous disposons d'un vaste répertoire de sources littéraires et de données qui témoignent de l'engagement du savant byzantin dans les arts mécaniques. Les sources historiques sont particulièrement pertinentes, car elles montrent l'intérêt de l'empereur et de sa cour pour ces mécanismes, qui étaient à la fois exhibés dans l'environnement aulique et également utilisés à des fins diplomatiques. Et je pense surtout dans les activités diplomatiques avec l'Empire sassanide. Les mécanismes les plus célèbres est sans doute le trône dit de Salomon, qui était un trône mobile situé dans la salle du trône impérial. Son existence et une description nous sont parvenues grâce à plusieurs sources, soit byzantines, soit des sources externes. Et j'aimerais me focaliser sur une source externe. En fait, il s'agit du texte de Liutprand de Crémone, qui avait été témoin de ces mécanismes lors de sa visite au Xe siècle en tant qu'ambassadeur de Bérenger II de Provence. Et j'aimerais vous lire cet extrait. Était placé devant le siège de l'empereur un certain arbre de bronze doré, dans les branches duquel se trouvaient plein d'oiseaux de différentes espèces, également en bronze doré. Les divers oiseaux émettaient des chants, chacun selon son espèce. Le trône de l'empereur était agencé avec une telle habileté qu'à un moment il paraissait bas et bientôt à un autre moment très haut dans les airs. Des lions semblaient monter la garde. Il était de taille immense, soit en bois, soit en bronze, je ne sais, mais assurément couvert d'or. Ils frappaient le sol de leur queue et rugissaient en remuant la langue dans leur gueule ouverte. C'est ainsi que je fus conduit dans ces lieux, porté sous les épaules de deux eunuques, en présence de l'empereur. À mon arrivée, les lions rougirent, les chants des oiseaux retentirent, chacun selon son espèce. Je n'ai ressenti tous les fois aucune admiration, puisque j'avais questionné sur tout cela ceux qui savaient bien. Donc voilà, le récit de Liutprand est particulièrement intéressant car il s'appuie sur son expérience directe. Il reconnaît qu'il n'a pas été surpris par les fonctionnements de cette machinerie, puisqu'il connaissait déjà les particularités avant même de les observer. Parmi les nombreux détails qu'il mentionne, j'aimerais attirer votre attention sur un élément en particulier, les statues animées de lions.
Ces automates sont en fait un exemple frappant de la circulation de savoir et des techniques entre les mondes hellénistiques, la Méditerranée et le Moyen-Orient par l'Antiquité médiévale. C'est précisément pour cette raison que je vais m'arrêter sur cet exemple. À ma connaissance, les premiers exemplaires documentés d'automates acoustiques en dehors du monde hellénistique remontent au Yémen pré-islamique et plus précisément au palais de Rumdan à Sanaa. Ces palais étaient la résidence royale des rois de Saba et d'Inyar au IIe siècle de notre ère. Et la mémoire de ces mécanismes a été préservée grâce à l'ouvrage Al-Iqlil de l'historienne yéménite Al-Hamdani, daté du Xe siècle. Dans ce texte, il décrit 4 statues des lions qui étaient installés devant les portes d'une salle et qui étaient capables d'imiter des rugissements grâce à l'action du vent. Malheureusement, ces lions n'existent plus aujourd'hui, mais ces récits offrent un contexte précieux pour interpréter un fragment des statues en bronze qui a été découvert lors du fouilles à Najran, une ancienne ville du royaume de Saba, située dans l'actuelle Arabie saoudite. Ces fragments de lions présentent en fait des détails techniques qui ont été récemment étudiés par la collègue Filson, qui effectivement elle a souligné comment la statue fonctionnait de manière très similaire au lion du palais de Rumdan. 2 siècles plus tard, on retrouve des statues similaires dans les mondes islamiques et il est possible d'en admirer encore certains exemples aujourd'hui. Ces statues, comme dans le cas de modèles imérites byzantins, utilisaient elles aussi l'air comme source d'énergie pour produire des sons. 2 exemples particulièrement remarquables nous permettent de mieux comprendre leur fonctionnement. Le griffon de Pise, conservé au musée de l'Opéra del Duomo de Pise, en Italie, et le lion Maricha, aujourd'hui exposé au Louvre à Abu Dhabi. Bien que leurs origines exactes restent incertaines, leur décoration et leur technique renvoient à une production méditerranéenne du Xe, XIIe siècle. Nous savons qu'il s'agissait de statues sonores grâce à une étude récente dirigée par Anna Contadini qui a révélé l'existence à l'intérieur des animaux d'un récipient moulé qui fonctionnait comme une sorte de cornemuse. Ces statues étaient probablement placées sur des piédestaux contenant des soufflets qui envoyaient de l'air dans le corps de l'animal à travers des tuyaux. L'air passait ensuite par une tube insérée dans une ouverture située à l'arrière de la statue et arrivait jusqu'à un réceptacle. La pression de l'air faisait vibrer une hanche, produisant ainsi un son. La tonalité du son dépendait de la longueur du tuyau. Plus il était long, plus le son était grave. Et c'est pourquoi les réceptacles étaient stratégiquement placés à l'arrière de la statue. Donc, ces objets, heureusement préservés, nous offrent des détails essentiels sur leur fonctionnement, tout en illustrant parfaitement les échanges techniques et culturels entre la Méditerranée, Byzance et le Moyen-Orient. Je souhaite maintenant me focaliser sur la seconde étude des cas qui concerne le monde sassanide. Cette dynastie perse de Sassanides a régné du début du IIIe siècle jusqu'à la première moitié du VIIe siècle sur un empire s'étendant de l'Anatolie orientale à l'Asie centrale et au Pakistan actuel. En tant que l'une des grandes puissances de l'Antiquité tardive, l'empire perse développa une culture relique complexe, comparable à celle de ses voisins byzantins. Pourtant, c'est vrai que l'histoire des sciences en général et l'histoire des techniques plus en particulier a été peu explorée, surtout en ce qui concerne la mécanique et les dispositifs ingénieux. Plusieurs raisons expliquent cette négligence, notamment l'absence de données matérielles et de littérature technique datant de l'époque sassanide. Et cela, je sais, peut sembler préoccupant, mais en réalité, les chercheurs ont la possibilité de se tourner vers d'autres types de données. Par exemple, les littératures byzantines, latines et arabo-persanes conservent des souvenirs de machinerie qui étaient présents à la cour sassanide. Et souvent, cette présence est corroborée par des découvertes de nature archéologique. Désolée, ouais. De plus, la culture visuelle de l'Iran et de l'Asie centrale montre bien la circulation des motifs et des concepts liés à la technique,
ce qui mérite d'être exploré. Enfin, les traités techniques en arabe présentent des données supplémentaires qui se manifestent par la mention de savants d'origine iranienne ayant contribué aux études sur la discipline et par l'utilisation d'un vocabulaire technique issu du moyen perse. Je sais que le temps est compté, donc je vais seulement m'attarder sur ces derniers points en vous donnant quelques exemples. Considérons les livres de dispositifs ingénieux de Banu Moussa que j'ai cités au début de ma présentation. Parmi les nombreux termes d'origine perse, on trouve les mots shaharastun, qui désigne un roux denté avec un petit nombre de dents, utilisé surtout en association avec certains modèles de lampe automatique. Ces mots dérivent directement du moyen perse shaharastun. De même, si on se déplace dans les domaines de l'horlogerie, on trouve le terme binkam, qui est utilisé pour identifier les horloges. Et on trouve sa première attestation dans les livres des animaux d'Al-Jaïf. Le terme arabe binkam trouve son origine dans les moyens perses pengon, un mot qui est encore utilisé en personne moderne. Ce terme, à son tour, dérive du grec pinax, qui signifie planche, tablette ou écueil, mais aussi tableau ou registre. Une question se pose alors ici. Quel est le lien entre pinax, qui désigne une planche ou un registre, et binkam, l'horloge hydraulique? C'est Théodore Nodeke qui m'a aidé à éclaircir ces points. En fait, Nodeke a montré que le terme pengan est passé par une forme araméenne où il a adopté un nouveau sens, celui de bol ou bol vide. Et c'est là que le lien avec l'horloge devient clair. En fait, l'un des modèles d'horloge hydraulique les plus anciennes repose sur ces principes. Un bol vide percé d'un petit trou qui est placé dans un récipient rempli d'eau. Le bol se remplit progressivement et lorsqu'il plonge, c'est la marque et l'écoulement d'une portion de temps. Ces mécanismes simples mais ingénieux étaient également associés à la gestion des systèmes de canat et semblent avoir été utilisés depuis l'Antiquité. En revenant sur la question des termes étrangers dans la littérature technique arabe, il est essentiel aussi de mentionner le cas d'Al-Jazari, ingénieur de la cour artukide et auteur de recueils de la théorie et la pratique des arts mécaniques. Dans l'introduction de son livre, il souligne la contribution du savant étranger à la mécanique et il s'excuse pour l'utilisation de nombreux termes empruntés. Il explique que ces mots, hérités de peuples anciennes, demeurent en usage malgré l'évolution du langage. Il note aussi que chaque époque et chaque groupe de savants a ses propres expressions techniques. En analysant les vocabulaires d'Al-Jazari, j'ai constaté des influences grecques, bien évidemment, mais aussi moyen perse, ce qui indique qu'une tradition mécanique était déjà établie dans l'Empire sassanide. Pour conclure, j'aimerais souligner aussi l'importance d'élargir notre perspective en regardant aussi au contact des sociétés islamiques avec l'Asie orientale et le sous-continent indien. C'est un champ que j'ai récemment commencé à explorer et qui me semble extrêmement prometteur. Pour l'instant, je me concentre principalement sur les échanges entre les Moyen-Orient antique et médiéval et la Chine, laissant de côté l'Inde pour une prochaine étape. Pourquoi se tourner vers la Chine? Il y a plusieurs raisons, deux majeures. Tout d'abord, la Chine possède une histoire remarquable en mécanique qui remonte à l'Antiquité. Donc, on pourrait dire une histoire parallèle à celle de la discipline en contexte gréco-hellénistique. Prenons l'exemple de Zhang Heng, astronome et inventeur du IIe siècle, qui a conçu des automates pour les théâtres et un sismoscope. Donc, vous pouvez voir à l'écran une reproduction moderne. Ensuite, il faut même considérer les relations étroites entre les empires chinois et ceux du Moyen-Orient, qui ont joué un rôle clé dans les échanges culturels et scientifiques. Les Han et les Parthes, puis les Sassanides et les Tang, ont maintenu des relations diplomatiques et commerciales continues. Ces interactions ont rendu possible la circulation des savoirs dans plusieurs domaines variés, comme l'astronomie et la médecine, et mes recherches préliminaires suggèrent qu'ils concernaient également la mécanique. En résumé, il reste encore un immense champ à explorer pour intégrer pleinement le monde islamique dans une perspective globale.
En élargissant ainsi notre regard avec une perspective d'histoire connectée, nous pourrons mieux comprendre ces connexions profondes qui ont façonné l'histoire des sciences et des techniques. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Alessia, vous étiez parfaitement dans les temps. Merci pour cette belle communication qui, pour l'approche diachronique et globale, surtout qui sort un petit peu des marges géographiques classiques. C'était très intéressant de voir ces connexions justement entre l'Asie, l'Anatolie et le bassin méditerranéen. Et puis c'est intéressant aussi de voir l'histoire de l'instrument. Je voit beaucoup l'histoire des textes, mais on est toujours très content de voir cette autre page de l'histoire des sciences. Alors, comme on s'était plus ou moins mis d'accord, on passe à la communication suivante et on essaiera peut-être de rassembler les questions. Donc, ceux qui ont déjà des questions peuvent les préparer et on va les rassembler peut-être pour un petit débat à la fin. Donc, je vais passer tout de suite à la prochaine communication de Klaus Adlamouchi Chebi sur Shababa, donc l'illusionnisme, au carrefour des sciences et des techniques. Alors, je ne t'ai pas encore présenté. Je présente quand même Kauffel, ma collègue et amie, historienne des sciences. Donc, Kauffel, elle est didacticienne de la physique et historienne des sciences. Elle a un double doctorat en didactique de la physique et en histoire de la biologie arabe. Donc, je tiens à le souligner. Elle est enseignante actuellement, enseignante-chercheur à l'Institut supérieur d'éducation spécialisée de l'Université de la Manouba et chercheur associé au laboratoire Sphère de l'Université Paris-Cité. Donc, elle travaille beaucoup sur l'histoire des sciences et s'intéresse depuis quelques temps à l'histoire de l'illusionnisme. Donc, je t'en prie. Merci, Maïssa. Donc, je vais vous présenter une communication intitulée « Ash-Shababa, l'illusionnisme au carrefour des sciences et des techniques ». Donc, au Moyen-Âge arabe, l'idée de l'existence d'une différence entre illusionnisme, hiyal, shabada, et magie, sihr et miracle, mu'jiza, était claire et acceptée. Le théologien bassorien al-Baqillani, 10e, 11e siècle, dans son kitab al-Bayan an al-farq bayna al-mu'jizat wal-karamat wal-hiyal wal-kihana wal-sihr wal-naranjat, l'exposé sur la différence entre le miracle, le prodige, la prestidigitation, la divination, la magie et les charmes, explique que l'illusionnisme shabada relève de la ruse qui se fait à l'aide d'artifices et d'instruments et vise à tromper les spectateurs en créant des illusions visuelles. Par ailleurs, l'illusionnisme était un divertissement répandu aussi bien dans les milieux populaires que dans les cours princières. Donc, une petite remarque en passant, je vais utiliser dans cet exposé indifféremment les termes prestidigitation ou illusionnisme pour signifier Shabada. Dans le tafsir al-Kabir du théologien et philosophe Fakhreddin Razi, 12e, 13e siècle, Al-Fakhr Razi explique dans un passage très long comment il est possible de créer des illusions. Donc, je cite, « Il existe beaucoup d'erreurs liées à la vision. Une personne sur un bateau qui regarde la rive va voir le bateau en arrêt et la rive en mouvement. Ceci montre que le fixe peut être perçu comme en mouvement et le mobile comme étant fixe. Une goutte qui tombe est perçue comme un trait et une flamme qu'on fait tourner à l'allure d'un cercle. Un grain de raisin, une fois dans l'eau, apparaît aussi gros qu'une poire. Une personne de petite taille devient grande dans le brouillard, tout comme la vapeur de la terre fait paraître le disque du soleil plus grand à son lever. De loin, le grand paraît petit et cela est évident. Toutes ces choses guident la raison à reconnaître que la force visuelle, al-basira, peut nous faire voir les choses différemment. Il faut une durée précise pour que la force visuelle appréhende ce qui est sensible, al-mahsous, mais si cette durée devient très faible et qu'un autre sensible survient, les deux s'entremêlent et on ne peut plus les discerner. Ainsi, si on trace sur un moulin à main plusieurs lignes de couleurs différentes allant de son centre à sa périphérie et qu'on le fasse tourner, la perception, al-hiss, verra une seule couleur composé de toutes les autres. Et c'est un très long passage, donc il y a beaucoup d'autres, il dit beaucoup d'autres choses sur ce sujet-là. Dans la littérature arabe du Moyen-Âge, Ash-Shababa a toujours été considérée comme faisant partie de la magie, étant donné qu'elle suit la même logique
de base qui consiste à produire des effets dont la cause est inconnue et dont l'interprétation est différente de ce qu'elle est en vérité, comme l'explique Al-Fakhr al-Razi. Contrairement à la magie, la pratique de la sha'bana n'a pas toujours été considérée comme illicite dans la loi islamique, la sharia. Cependant, elle était tout autant méprisée sur le plan social et religieux. La sha'bana était plutôt considérée comme une sorte de fausse magie, entre guillemets, je mets fausse entre guillemets, qui, même si elle est parfois plus spectaculaire que la vraie, entre guillemets, magie, elle n'en possède pas les mêmes pouvoirs sur les humains et les choses. Dans la tradition de la classification des sciences de langue arabe, la prestidigitation s'est vue accorder le statut de science pour la première fois par le bibliographe ottoman du XVIe siècle, Kashkobri Zeda, dans son ouvrage encyclopédique Miftah al-Sa'ada wa Misbah al-Siyada fi Mawdu'at al-Ulum. Et autre la prestidigitation, l'auteur définit deux autres sciences, la science du dévoilement de ce qui est caché et la clarification du doute, et la science des ruses sassanides, la première science consiste à dévoiler les ruses des faussaires de toutes sortes, et la deuxième permet de démasquer les charlatans et les arnaqueurs. Dans les deux cas, l'auteur conseille de consulter un ouvrage intitulé Al-Mukhtar fi Kashf al-Asrar wa Hatk al-Astar, le livre choisi pour dévoiler les secrets et arracher les voiles, sans citer son auteur, et on sait maintenant que son auteur est Al-Jawbari. Donc, en réalité, Al-Mushabidoun font partie d'un groupe plus large, celui des Banu Sassan, qui inclut en plus d'eux les mendiants, les voleurs, les charlatans et les escrocs de toutes sortes. Ils forment une communauté marginale et marginalisée au plus bas de l'échelle sociale, non seulement à cause de leurs pratiques, mais aussi à cause de la pauvreté de la plupart d'entre eux. Tout cela n'empêche pas qu'il s'agit d'une communauté organisée, hiérarchisée, avec des codes spéciaux et un langage particulier, dont de nombreux termes sont conservés par le célèbre poème sassanide, Al-Qasida Sassaniya, du grand voyageur et poète arabe Abu Dulaf al-Khazraji al-Yamboui, Xe siècle. Al-Zarqouni, qui est un illusionniste du XIVe, XVe siècle, dans son ouvrage Zahr al-Basatin fi ilm al-Mashatin, explique que la sha'bana est d'origine persane, mais qu'elle a été intégrée par les Arabes et qui ont excellé dans son art et l'ont améliorée en ajoutant de nouvelles pratiques. Elle serait, selon lui, de deux types. Al-Afr, qui se base sur l'habileté et la légèreté des mains, et Al-Mashatin, qui se fait à l'aide d'outils spécifiques, mushtam. Illusionnisme, savoir et savoir-faire. Donc, être illusionniste demande des savoirs de toutes sortes et parfois être spécialiste d'un domaine bien particulier. Certains tours nécessitent des connaissances sur les propriétés et la réactivité de la matière. Par exemple, on va le voir sur l'exemple que vous avez devant vous, la réaction exothermique de la chaux vive avec l'eau, donc elle est au cœur de ce tour et qui a été décrit par Al-Qurashi, 13e siècle dans Al-Hil al-Babiliya al-Khizan al-Kamiliya, les Russes babyloniennes pour la bibliothèque camélienne. Et donc, je vais essayer d'expliquer cette ruse. Donc, il dit « Creuse un carré d'une demi-coudée de côté de 4 doigts de profondeur, de côté et de 4 doigts de profondeur, mets dedans de la chaux non éteinte, chaux vive, Jir Matfi, et cache-le avec de la terre. Si tu veux créer l'illusion Al-Wahm, dépose dans cet endroit une bouteille remplie d'eau, puis fais semblant de réciter les incantations Azaim et arrose l'emplacement de la chaux avec l'eau. Et quand l'eau atteindra la chaux, cette dernière s'éteindra, donc elle devient de la chaux éteinte. Et sa fumée, en fait, c'est pas la fumée de la chaux, mais c'est l'eau qui est dans la bouteille qui va commencer à bouillir, et c'est de la vapeur d'eau que les spectateurs vont voir. Remontera, et tout ce que tu diras alors sera entendu, et tout ce que tu demanderas te sera accordé. Un autre exemple est cité dans Al-Bahr fi Ajib al-Hiyal, l'éblouissant dans les merveilles des ruses d'Ahmad Abd al-Malik ibn Shuhayd al-Andalusi, 10e, 11e siècle. Donc ici,
Aussi, il s'agit d'une connaissance de la réactivité de la matière. Donc, tu fabriques 2 poissons à partir d'une coquille d'œuf, d'autruche, aussi petite qu'un ongle. Tu dois avoir du vinaigre blanc distillé. Donc, j'ai mis ça en jaune parce que, en fait, normalement, je dois parler de l'alchimie, mais je n'aurai pas le temps de parler de ça. Mais je veux dire que les alchimistes, ils préparent les solutions avec lesquelles ils vont travailler et leur matériel. Et tu le mets dans un flacon afin qu'on pense que c'est de l'eau et tu verses dans un tu le verses dans un récipient. Tu prends un poisson dans chaque main, tu les places avec l'extrémité, aux extrémités du récipient. Pardon, c'est mes yeux de vieille femme. Oui, oui, c'est tout petit, oui. Et donc, et tu dis, retrouvez-vous au milieu, tu enlèves tes mains, ils se mettent alors à nager l'un vers l'autre et se rencontrent au milieu du récipient et continuent à se mouvoir. Donc, en fait, ici, il utilise, c'est la réaction d'un acide avec des carbonates et qui va dégager un gaz. Et ce gaz-là, il l'utilise pour créer un mouvement temporaire. C'est vraiment la réaction des acides avec les carbonates ou les calcaires est connue au Moyen-Âge. On la trouve par exemple dans les ouvrages sur l'ahjar, par exemple pour tester les perles ou des choses comme ça, ou pour tester des pierres précieuses. Mais là, ce qui est vraiment, c'est ce détournement de cette réaction pour créer un mouvement. Donc, les illusionnistes utilisent aussi les aimants dans certains de leurs tours et ils tirent profit des propriétés d'attraction par les aimants du fer ou d'autres aimants, voire du fait qu'il indique certaines directions dans certaines conditions. Donc, on peut voir ici deux extraits ou deux images du Zahal Besatin fi Almi Mashatin de Zarhouni. Et on voit ici l'utilisation dans les deux cas des aimants pour indiquer, par exemple dans le premier cas, pour indiquer la direction d'Al-Qibla. Il est important de noter que bien que les sources du premier au VIe siècle mentionnent la répulsion magnétique en Europe, il a fallu attendre le XIIe siècle pour comprendre que les aimants ont des pôles et peuvent donc à la fois attirer et repousser. Et lui, il dit Dhakar pour dire pôle nord et pôle sud de l'aimant. Et la première utilisation arabe clairement documentée de la boussole en Méditerranée remonte aux années 1240 et la référence se trouve dans le livre du Trésor des marchands sur la connaissance des pierres, Kanz al-Tujjar fi Ma'rifat al-Hajar, qui est écrit par un certain Bayl al-Khibjari au Caire vers 1282 et qui décrit des marins utilisant la boussole à aiguille lors d'un voyage qu'il a effectué de la Syrie à Alexandrie une quarantaine d'années plus tôt. La notion de densité est exploitée pour réaliser des spectacles en superposant des liquides de couleurs différentes. Et Al-Zarhouni dans Zahra al-Basatin décrit ainsi un tour qu'il appelle les eaux superposées les unes sur les autres sans aucune barrière. Donc vous voyez, donc il y a, bon ça c'est une image de ChatGPT. J'ai essayé de vous montrer comment l'air que ça doit avoir ce tour de prestidigitation. Et l'autre image, elle vient du Zahab Basatin fi al-Mashatim. Vous voyez, couleur 1, couleur 2, couleur 3. Donc, je vais lire. C'est impressionnant parce que je sais, j'ai enseigné la physique et ça, on les appelle dans les cours de sciences, ce sont les tours de densité. Et je sais que ce qu'il décrit là, parce qu'il n'utilise pas des liquides différents. Je peux utiliser par exemple de l'huile, du vinaigre, de l'eau, etc. et colorer. Mais là, ce qu'il fait, c'est vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, il s'agit de composer dans une lampe ou un gobelet fin 5 ou 6 couleurs, ou plus ou moins l'une au-dessus de l'autre, sans barrière ou matière grasse. Pour cela, prends une tige creuse dont la longueur correspond à la profondeur du récipient que tu utilises, verse de l'eau dedans. S'il y a trop d'eau qui en sort, rétrécis-la avec de la paille fine jusqu'à obtenir une seule goutte. Ensuite, fais-la munir d'un entonnoir en cire
et verse dans la lampe la première couleur. Pèse une quantité de sel fin correspondant à un dirham, environ 3 grammes, et ajoute-la à la deuxième couleur pour l'alourdir. Et dans la troisième couleur, ajoute 2 dirhams de sel. Et à chaque fois que tu introduis une couleur, ajoute un dirham de sel et continue selon ta volonté. La première couleur, celle du haut, étant celle non alourdie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise de l'eau et différentes solutions, on va dire, de sel et d'eau. Et à chaque fois, il va augmenter la quantité de sel. Et ça, c'est quelque chose qui est très délicat parce qu'au moindre mouvement, tout peut se mélanger. C'est pas comme si les liquides étaient différents. Donc, c'est très, très délicat et vraiment, je n'imagine pas, même en laboratoire, c'est très difficile de faire quelque chose comme ça. Maintenant, on va parler des savoir-faire en mécanique. Donc, certains tours nécessitent des savoir-faire en mécanique. Ibn Chouhaib al-Andalusi al-Zarhouni explique, par exemple, comment fabriquer des trébuchets manjaniq pour lancer des petits manjaniq pour lancer des objets. Et il est également question de réaliser différents autres mécanismes destinés à produire des sons et des odeurs. Donc, vous voyez, par exemple, là, on voit le Zarhouni, il parle de ce qu'il appelle le chauffe-lit, Babkharat al-Firash. C'est un brûle-parfum, vous voyez, je sais pas, c'est la sphère là, et on peut mettre des braises dedans, et même si la sphère tourne, les braises ne vont pas se déverser sur le lit, voilà. Et donc, on a sur l'autre image, il y a un petit personnage en cuivre qu'il appelle Maïmoun al-Nafakh. Et donc là, on va mettre de l'eau et chauffer. Et donc, la vapeur va faire que ce personnage va siffler, donc va émettre des sifflements. Al-Zarhouni consacre dans son ouvrage un chapitre à ce qu'il appelle les boîtes et les sphères. Al-Ahqaq wal-Ukar. Et j'ai pu remarquer que sur ce chapitre, sur les boîtes et les sphères de Zahr al-Bassatine, est quasiment identique à celui consacré à la mécanique ludique dont le manuscrit, à mon avis pas encore édité, d'Ibn Ma'rouf al-Rasid, du XVIe siècle. Donc, c'est pratiquement exactement les mêmes tours d'Al-Zarhouni. On va les retrouver chez Al-Rasid. Je ne sais pas, maintenant, je me pose des questions. Je ne sais pas si Al-Rasid il a lu Zarhouni ou bien est-ce que tous les deux, ils ont une source commune qu'ils ont copiée. Donc, Al-Rasid, c'est un polymathe ottoman qui est le fondateur de l'Observatoire d'Istanbul et qui avait écrit au sujet de la mécanique, de l'optique, de l'astronomie, etc. Donc, son ouvrage s'intitule At-Turuq Saniya fil Alat al-Ruhaniyya. Il y a aussi dans Al-Hayya al-Babiliya fi al-Khizana al-Kamiliya des descriptions de dispositifs pour projeter des images sur des murs, notamment des étoiles et, ou la lune et des choses comme ça. Et il y a aussi dans Al-Qasid al-Sisani dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des traces que certains illusionnistes utilisaient des miroirs ardents pour allumer du feu. Et celui qui utilisait ces miroirs était dit harraq. Et toute la théorie derrière ce dispositif était connue au Moyen-Âge et il était décrit dans certains ouvrages militaires, mais il n'y a pas de preuve de l'application réelle sur le champ de bataille, en tout cas au Moyen-Âge arabo-islamique, de ces miroirs ardents. Et on trouve que les illusionnistes, ils les utilisent dans leur tour de prestidigitation. Bien évidemment, les illusionnistes réalisent des tours impliquant le feu et le corpus que j'ai pu consulter contient beaucoup de recettes de composants ignifuges.
Ce sont des compositions anti-feu à Tarabis et grâce à ces compositions, il est possible de lécher des objets brûlants, de tenir des braises dans la paume de la main, rentrer dans un four, marcher sur des braises ou obtenir de la toile ininflammable. Nous trouvons également ce type de recette anti-feu dans des ouvrages militaires. Je vous montre un exemple. Ici, pour allumer ses doigts ou pour prendre du feu dans la paume de sa main. Donc, on trouve presque la même chose dans un البساتين في علم المشاتين وكتاب الفروسية والمناصب الحربية للرماح 13e siècle. On le trouve aussi dans الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب. Donc, d'Ibn Mankali. Et pour conclure, donc tout est bon pour produire l'émerveillement à condition de connaître les lois de la nature et les propriétés de la matière. Et ces communautés de Mouchabidines en plein Moyen-Âge formaient à leur manière des sphères de rationalité avec leurs sciences ambulantes et déguisées. Et ces sphères sont bien sûr hermétiques. Les illusionnistes ne dévoilent pas leurs secrets car leur rôle est de fasciner et non d'expliquer, et toute révélation dissiperait l'illusion et briserait l'émerveillement. Je vous remercie. Merci, Kawsar, tu as respecté parfaitement le temps. Merci pour cet éclairage sur c'est ce qui fonde un peu nos questionnements, à savoir la réflexion sur la nature des sciences, sur les frontières entre les sciences et les techniques, et entre la rationalité, l'irrationalité, les limites du réel et du merveilleux. Comme tu as bien conclu, l'émerveillement est bien sûr la source de connaissances. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la dernière communication de ce panel avant de passer au débat. Donc, je vais laisser la parole à Madame Fanny Kieffer pour une communication autour des automates à la Renaissance entre Orient et Occident, source, forme et circulation. Alors, Fanny Kieffer est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Elle enseigne l'histoire de l'art et l'histoire des sciences modernes, donc un peu plus modernistes. Ses recherches concernent particulièrement l'histoire des échanges artistiques et savants entre les pays germaniques, l'Italie à la Renaissance, hein, c'est ça. Ses dernières publications portent sur l'horloge astronomique de Strasbourg, sur la symbolique et les représentations des gestes techniques, ou encore sur les liens entre l'art et l'alchimie au XVIe siècle. Et elle est également membre du groupe de recherche international Artes Mechanicae, qui réalise de nombreux projets de valorisation, notamment sur les dessins techniques de Léonard de Vinci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation, et puis merci beaucoup à l'Académie des sciences également de nous accueillir dans ce très bel endroit. Alors, je vais essayer d'être la plus brève possible. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une série d'objets, une série d'automates qui pourraient apporter quelques jalons à l'histoire de la circulation des savoirs médiévaux orientaux pour ce qui est de la mécanique, la circulation et l'adoption ensuite de ces connaissances de la part des ingénieurs et des mécaniciens en général à la Renaissance. Alors, pour essayer d'être la plus brève, je dois être la plus schématique possible, on peut, à la Renaissance, classer les automates en deux grandes traditions, qui sont deux traditions parallèles, mais souvent convergentes. Alors, je suis désolée pour les mathématiciens parmi vous, mais c'est ce qui arrive très souvent. La première tradition, qui est très bien étudiée, très bien connue depuis au moins une cinquantaine d'années, et la tradition des automates de jardin. C'est une tradition surtout italienne, les automates de jardin, les automates spectaculaires. Et pour simplifier, les sources de ces automates sont essentiellement Héron d'Alexandrie et Vitruve. Héron d'Alexandrie, comme on l'a vu tout à l'heure, lui-même héritier de Philon de Byzance et de Ctésibios. Mais il y a une deuxième. Alors je ne vais pas parler aujourd'hui de ces automates, puisque ce sont des automates qui sont bien étudiés et bien connus.
Il y a une deuxième tradition d'automates qui, elle, est plutôt germanique, plutôt au nord des Alpes, et qui est une tradition qui est liée à l'évolution de l'horlogerie. Au début du XIVe siècle, vers 1300, on ne sait pas exactement à quelle époque, en Occident, là aussi on ne sait pas exactement où, c'est une histoire qui est assez difficile à retracer, a été inventé un système qui est celui de l'échappement à folio, qui permet d'obtenir des horloges mécaniques et non plus hydrauliques. Cette invention a eu des conséquences extrêmement larges et vastes, pas seulement au niveau de l'horlogerie, mais dans toute la société, puisque en Occident, elle s'accompagne également de l'apparition de l'adoption des heures égales. Alors, je pense que tout le monde sait à peu près la différence entre les heures inégales et les heures égales. Les heures inégales, c'est la division de la journée en 12 heures qui, en fonction de l'été ou de l'hiver, n'ont pas la même durée, tandis que les heures égales, eh bien, ont, voilà, comme leur nom l'indique, toujours la même durée toute l'année. L'adoption des heures égales a eu là aussi des implications très très larges dans toute la vie, on va dire, en Occident, des implications théologiques également, puisque désormais la vie quotidienne ne se fonde plus sur les heures liturgiques, mais sur des heures mécaniques. Voilà. Donc en gros, si on veut simplifier, l'horloge devient en fait le temps. C'est plus la nature qui indique le temps, mais c'est l'objet mécanique. Avec l'apparition de l'échappement mécanique à folio, eh bien, on peut concrètement, techniquement, ce que ça apporte, c'est une plus grande régularité dans le mécanisme et également la possibilité de miniaturiser. Alors, dans un premier temps, les horloges mécaniques sont plutôt de très grande taille. Ce sont les grandes horloges mais qui apparaissent très rapidement au XIVe siècle, d'abord vraisemblablement dans le monde germanique et puis après quelques années, très vite partout en Italie et dans toute l'Europe. Donc les grandes horloges de ville qui sont souvent associées à des automates, les grandes horloges de ville, les jacquemart, les horloges astronomiques. Je n'ai pas résisté évidemment à vous montrer ici celle de Strasbourg. Alors les sources pour ce développement de l'horlogerie sont toujours encore aujourd'hui un vrai problème qui n'a pas été résolu par les historiens de la mécanique, les ingénieurs, et puis je ne veux pas le résoudre non plus tout de suite. Parce que c'est toujours posé la question, justement, eh bien, des sources de la mécanique arabe et notamment de... Je vais y arriver. Voilà. Et notamment de ce traité dont ma collègue a parlé tout à l'heure, un des traités les plus emblématiques de ce savoir mécanique. Ah, ça va partir tout seul. Non, de ce savoir mécanique. Arabe, qui est le traité d'Al-Jazari, parce que la circulation de ce traité en Occident n'a jamais pu être véritablement attestée. Attesté de manière positive, c'est-à-dire qu'on a connaissance de 14 copies, dont au moins 12 qui datent de la période moderne en Occident, mais on n'a jamais pu remonter l'histoire de l'arrivée de ces copies jusqu'au début de la période moderne. On sait que ces copies sont là au moins depuis la fin du XVIIe siècle, mais là, la production dont je vais vous parler tout de suite, c'est une production du XVIe siècle. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas attester, on ne peut pas prouver que voilà, que les mécaniciens occidentaux avaient eu accès à ce manuscrit d'Al-Jazari. On a également d'autres indices qui sont voilà, assez compliqués pour attester la présence. Déjà, bon, évidemment, il n'a jamais été traduit, ce traité, il n'a jamais été traduit et il n'a jamais été cité non plus dans les ouvrages, les correspondances voilà, des mécaniciens occidentaux avant une période très tardive dans la modernité.
Donc tout cela fait que beaucoup d'historiens des sciences ont pensé que ce traité n'a pas circulé à la Renaissance. Voilà. Alors, je voudrais, alors je n'ai évidemment pas de source ni textuelle à vous montrer, ni de nouvelles documentations. Par contre, il y a quelques objets qui ne vont pas non plus l'attester définitivement, mais qui pourrait laisser penser tout de même à une influence ou à une référence à ce traité. Ces objets, ce sont des automates de la fin du XVIe siècle, des automates qui se sont miniaturisés et qui ont été produits essentiellement dans deux villes allemandes, à Augsbourg et à Nuremberg. Et ce n'est pas peut-être un hasard si cette production est liée à ces deux villes. Bon, déjà, Augsbourg, c'est une ville extrêmement riche qui est dirigée, on va dire, entre guillemets, par une famille, les Fugger. C'est une famille de banquiers extrêmement importants qui ont des comptoirs dans tout l'Occident, qui font beaucoup de commerce, qui voyagent, qui importent, etc. Et qui sont extrêmement friands d'art et de sciences et grands commanditaires. Nuremberg, c'est une ville également très riche qui possède une très longue tradition artistique et scientifique et qui en plus est une ville humaniste qui accueille voilà, des humanistes assez célèbres. Je vais vous montrer un exemple. Alors avant de vous montrer les objets et puis qu'on commence doucement à les observer, je voulais juste vous montrer une reconstitution virtuelle d'un des plus beaux automates d'Al-Jazari, parce qu'en fait, ça va nous permettre ensuite de faire des comparaisons avec les objets. Alors, c'est une reconstitution. Bon, évidemment, on n'a aucun automate d'Al-Jazari n'est resté. En réalité, on ne sait même pas vraiment s'ils ont été véritablement construits. On a des données matérielles dans le traité d'Al-Jazari. Voilà, on sait que cet automate, par exemple, de l'éléphant devait mesurer 7 mètres, voilà, mais on ne sait pas, 7 mètres de haut, oui, ce sont des automates gigantesques. Parce qu'ils utilisent la technique des horloges à eau, donc forcément on ne peut pas vraiment miniaturiser ces automates. Et voilà. Mais tout de même, à partir du manuscrit, il y a eu voilà, une reconstitution possible. Donc c'est une reconstitution vraiment très imaginaire, je tiens à le préciser, hein, pour ceux qui font un peu de philologie des machines, c'est extrêmement compliqué à partir des dessins, même quand on a le dessin et le texte, de reconstituer une machine. Très souvent, les dessins ne nous permettent pas d'avoir toutes les informations possibles, les matériaux, le poids, etc. Bref, voilà, je vous le montre quand même. Si la technique suit, ce serait dommage. Bon, sinon je vais le laisser mouliner un petit peu et je vais avancer. Mais... Oh, mais... Vediamo se parte. C'était très important. Dommage. Ah oui.
ça montre aussi un petit peu les proportions de l'automate. Donc c'est un automate qui a la particularité d'avoir des personnages, des androïdes, qui se meuvent et qui également ont un mouvement assez complexe. Donc le système est hydraulique, donc à l'intérieur il y a un bassin avec de l'eau, il y a un seau qui est troué et qui donc se remplit progressivement d'eau. Et pendant ce temps, le scribe tourne et indique les heures avec son bâton, et lorsque le seau coule, il déclenche un mécanisme qui se trouve au sommet dans la coupole, et à l'intérieur de la coupole, qui est un mécanisme à billes. Et c'est ça que je voulais vous montrer en fait, qui est un mécanisme à billes qui, voilà, à son tour, déclenche le mouvement. Je ne vais pas le dire avant que ça arrive. Voilà, la bille qui tombe de manière assez spectaculaire dans la gueule du dragon, qui continue sa route, qui active le conducteur de l'éléphant, je ne sais pas comment on dit, et enfin, voilà, et enfin active l'oiseau. Je ne vais pas m'engager pour déterminer la race de l'oiseau, peut-être un phénix, mais enfin, je sais que nous avons des spécialistes parmi nous, donc je ne vais pas prendre ce risque. Bon, je vais m'arrêter là et ça continue. Voilà, alors, avec ces horloges fonctionnent avec le système des heures inégales, puisque ces horloges orientales sont prévues, en tout cas de la plume de l'auteur, pour indiquer les heures des prières. Donc les heures sont inégales. Alors comment est-ce qu'on fait pour régler une horloge de cette taille avec les heures inégales? En fait, on rajoute plus ou moins d'eau dans le bassin, et donc le seau met plus ou moins de temps. On rajoute des trous. Enfin bon, il y a plein de systèmes qui sont proposés pour pouvoir régler l'horloge, donc en fonction des saisons. Alors, je vais juste essayer de retourner à mon PowerPoint. Voilà, et je vais continuer. Alors, les objets que je vais vous montrer pour pouvoir constituer des indices de la présence, au moins de la connaissance du traité d'Al-Jazari, je vais me pencher sur 3 éléments de ces objets, l'iconographie, le mécanisme et la symbolique. Alors, chacun de ces 3 éléments pris individuellement ne constitue pas une preuve et même pas le début d'un indice, mais si on rajoute l'un à l'autre, ce n'est pas une preuve non plus, mais on commence quand même à avoir un soupçon assez sérieux de la connaissance des ingénieurs allemands d'Augsbourg et de Nuremberg, voilà, sur une éventuelle connaissance de ce traité. Bon, alors déjà l'iconographie, je pense que là c'est assez parlant. Alors toutes les horloges qui ont été fabriquées, toutes les horloges à automates miniaturisées qui ont été fabriquées à Augsbourg et Nuremberg n'ont pas une iconographie orientalisante, mais une très grande partie d'entre elles, je les ai pas comptées exactement, mais on est autour de 80% tout de même de ces horloges qui ont une iconographie voilà, orientalisante. Bon, là, je vous montre une horloge voilà, avec un éléphant, vous voyez, surmonté d'une tour avec l'horloge. Et puis, on a des petits personnages vêtus à l'oriental qui tournent autour d'une architecture, elle aussi, orientalisante. Bon. Une autre horloge avec un oiseau exotique, et là encore, je ne vais pas me risquer à vous donner la race de l'oiseau, mais enfin, ce n'est pas un oiseau allemand, c'est un oiseau clairement oriental.
je vais vous en montrer quelques autres. Voilà, ici, on a par exemple cette barque avec une horloge qui est guidée par deux personnages et l'horloge qui est surmontée dans les textes, on dit un pacha. Donc je vais leur faire confiance, un pacha, voilà, qui tenait certainement quelque chose dans sa main à l'origine et qui a les yeux qui se meuvent. Tout cela avec de la musique, avec plusieurs mécanismes d'horloge, parce que là on ne voit qu'un côté, mais en fait de l'autre côté il y a une deuxième horloge. Et d'ailleurs très souvent dans ces automates il y a plusieurs horloges qui sont associées. Alors nous avons un dessin d'Al-Jazari, là évidemment la ressemblance est beaucoup moins frappante, mais nous avons l'idée d'un personnage, j'imagine un haut dignitaire, qui est porté par une barque mécanique. Alors nous avons, je ne vais pas multiplier les exemples, même quand on a des horloges avec une iconographie païenne, mythologique, on retrouve ces personnages orientaux. Ici, je vous montre une horloge avec la procession de Bacchus. Alors Bacchus, c'est un Bacchus allemand, hein, donc il faut le reconnaître. Il tient une saucisse, voilà, une Wurst dans sa main, comme vous pouvez le voir en haut à droite, et puis un gobelet. Mais ce qui est intéressant et qui a complètement d'ailleurs échappé à l'œil des chercheurs aujourd'hui qui s'intéressent à cette horloge, c'est qu'il y a quand même ces deux savants arabes, vous voyez, qui tiennent un compas pour l'un et puis une sphère armillaire pour l'autre. Le tout, évidemment, bouge avec un mécanisme très complexe. On a l'horloge circulaire que vous voyez qui surmonte la scène et au sommet, une architecture orientale avec le croissant de lune au sommet. Alors, me direz-vous, oui, mais au XVIe siècle, l'iconographie orientale, ce n'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Ça circule énormément dans tout l'Occident. Et oui, effectivement, ça circule dans tout l'Occident. Et même, on a des tas de recueils, par exemple, de costumes qui circulent pendant tout le XVIe siècle, avec des costumes qui sont très souvent, alors je ne suis pas du tout une spécialiste du costume, mais des costumes qui sont une réinterprétation occidentale de costumes à partir de récits ou de ce que l'on a pu voir de loin, ou de réélaboration pour les rendre plus spectaculaires, bref, des sortes de caricatures, on pourrait dire, de personnages orientaux avec des costumes. Là, je voudrais juste vous montrer la production d'un illustrateur naturaliste qui s'appelle Jacopo Ligozzi, qui réalise une très belle série de ces Turcs avec des animaux qui lui sont associés. Et pour preuve on va dire de l'élaboration d'une vision occidentale de ces costumes, c'est que les animaux qui sont représentés associés à ces personnages sont des animaux qui sont volontairement par l'artiste, qui sont volontairement devenus plus monstrueux dans ces illustrations. Parce qu'en fait, on a des illustrations naturalistes de ces mêmes animaux pris tout seuls par le même artiste, mais qui sont beaucoup plus ressemblants, beaucoup plus naturalistes. Donc là, cet artiste qui connaît bien ces animaux, parce que c'est un artiste qui vient de Florence, et puis il y a une ménagerie à Florence avec ces animaux, donc il les a observés de très près, et volontairement, dans son recueil de Turcs, il rend les animaux plus monstrueux. Bref, je vous montre, j'ai fait ce petit jeu des parallèles avec ces motifs orientalisants. On voit que très certainement, ces artistes allemands ont repris de ces recueils de costumes occidentalisés l'iconographie, et ce qui ne constitue donc, comme je vous le disais au départ, pas une preuve que ces artistes ont vu les traités ou même soient allés à Constantinople. Alors, je continue. Alors, il y a une chercheuse américaine qui est la première à s'être intéressée à l'un de ces automates orientalisants et qui a eu le grand mérite déjà de trouver quelques sources et
relie la production de cet automate à un tribut que devait payer entre 1547 et 1574 l'empereur Ferdinand Ier de Habsbourg à partir de Ferdinand Ier à Soliman le Magnifique, qui était établi en 1547 pour garantir la paix. Et ce tribut devait être payé annuellement, c'était 40 000 ducats, c'était une somme très forte. Et en plus de ce tribut, eh bien, l'Allemagne envoyait également des cadeaux diplomatiques. Et parmi ces cadeaux, il y a des horloges commandées spécialement à Augsbourg et à Nuremberg. Pour autant, je ne partage pas ses conclusions parce que sa conclusion, c'est que ces objets orientaux auraient été fabriqués pour être envoyés à Constantinople comme cadeau diplomatique, ce qui me semble diplomatiquement assez peu probable parce que ça me semble très bizarre que des Allemands envoient des caricatures de pachas à des vrais pachas. Je pense que voilà, pour la diplomatie, c'est peut-être pas forcément la chose la plus subtile à faire, et d'autant plus que l'on n'a pas retrouvé ces objets orientalisants, on les a pas retrouvés sur place. Puis d'ailleurs, comment est-ce qu'ils seraient revenus en Allemagne? Donc, voilà. Donc à moins qu'elle ait d'autres documents à montrer, je pense que cela est très improbable. Par contre, effectivement, des horloges ont été envoyées en Orient, et il y a la découverte des documents qui disent même que des horlogers d'Augsbourg sont envoyés à Constantinople pour accompagner les objets. Elle dit même que certains horlogers ont essayé de s'installer à Constantinople et de créer des ateliers, mais que ça n'a pas du tout fonctionné parce que les Ottomans ne sont absolument pas intéressés aux horloges mécaniques qui représentent les heures égales. Voilà, ça ne les intéressait pas du tout, ils n'en avaient aucune utilité. Bref, je continue mon parcours. Alors, j'ai plus l'heure devant moi, donc j'espère que je vais essayer d'être 2, 3, 4 minutes. Je vais essayer d'être brève. Alors, les moyens de circulation en général des textes orientaux à Augsbourg et Nuremberg. On sait que des textes arabes non traduits ont circulé à Augsbourg et Nuremberg parce que dans ces deux villes, il y a eu des humanistes orientalistes qui maîtrisaient parfaitement bien non seulement l'arabe, mais aussi beaucoup de langues orientales, le syriaque, l'arménien, et qui étaient tout à fait capables de lire les documents arabes sans avoir besoin de traduction grecque ou latine. Bon, je vais passer là-dessus parce que ce sont des choses qui sont très bien connues. Je vous montre juste les deux plus célèbres, Guillaume Postel, dont vous avez certainement tous entendu parler, qui a noté directement voilà, des textes arabes. Là, ce sont des textes d'astronomie. Il y a également un humaniste allemand qui s'appelle Johann Albrecht Wittmannstetter, qui a également été, je vous montre là son blason, qui a également été à Augsbourg. Ces deux personnages ont séjourné longtemps à Augsbourg, et puis on a même des entreprises d'impression de textes arabes en utilisant les caractères mobiles arabes. Je vous montre un texte qui a ainsi été imprimé par la typographie à Medici, qui a été d'ailleurs également un énorme flop commercial parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps, mais c'est à peu près le seul grand échec commercial des Médicis, mais tout de même, voilà, en tout cas, à l'occasion de la création de cette typographie médicéenne dans les années 1580, les Médicis, Ferdinand a envoyé des émissaires voilà, à Constantinople pour aller récupérer des textes, et notamment des textes scientifiques un peu rares qu'on ne trouvait pas en Occident. Donc, en tout cas, à Augsbourg, il y a des orientalistes, il y a des textes, et ça, encore une fois, on ne peut pas savoir si ce texte-là ce texte-là précisément a pu être présent à Augsbourg. Et enfin, pas enfin, mais presque enfin, il y a un autre élément qui est un indice supplémentaire, c'est la technique, parce que vers 1585, ces horlogers de Augsbourg inventent une nouvelle technique qui s'appelle la technique de l'horlogerie à billes,
et qui est une technique très complexe qui associe l'échappement à folio avec la bille qui, en parcourant, voilà, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer la vidéo, d'ailleurs je vais essayer de la faire partir pendant que je parle. Ah bah si, alors je vais enlever le... Je vais enlever... N'écoutez pas le commentaire. Und im Jahre 1600 fertiggestellt. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Einen Schaltimpuls aus, der einen ausgeklügelten Hebemechanismus in Gang setzt. Ein Mitnehmer an einer Messingkette erfasst die Kugel und führt sie in einem geschlitzten Rohr nach oben, wo sie wieder auf ihre Bahn gehebelt wird. Diese zwar legale, aber nicht allzu robuste Konstruktion démonstrierte um 1600 höchste technische... On en a 3, et les 3 ont une iconographie orientalisante. Das Prinzip der Kugellaufuhr, nur wenige Kugellaufuhren dieser Zeit sind Moi, on va y arriver. Eine Entdeckung Galileo Galileis. Non, ça c'est pas vrai, mais c'est Er pas grave. erkannte, dass gleich große, gleichartige Kugeln dieselbe Rollstrecke stets in der gleichen Zeit durchlaufen. Ça se termine. Bon, ça c'est la toute première. Vom kaiserlichen Je suis désolée pour la qualité de l'image. Zeitgenossenrohrs. La première, la deuxième, et là je vous montre la troisième parce qu'il y a la vidéo. Eine Kugellaufuhr, die sein Schwager Hans Schlotheim in Augsburg gebaut hatte. Et la conclusion, Durch on y arrive. unterschiedliche Reibung und fortschreitende Verschmutzung der offenen Kugellaufbahn war diese Methode der Zeitteilung jedoch noch recht ungenau. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts benutzte der Alors j'essaie d'avancer, mais je vais juste vous montrer les personnages au sommet de l'horloge. das bis heute übliche Pendeluhrwerk. Und erst Ende des Bon, il 17. raconte, c'est que... wurde Voilà. der Minutenzeiger bei Bref. üblich. Voilà, on va arriver à la Auf den Sockelleisten der conclusion. Kugellaufuhr sind 7 Zifferblätter angeordnet. J'ose pas toucher. Zifferblatt werden die Minuten und Viertelstunden. Bon, il y a eu Auf 2 Zifferblättern die voilà, Stunden plusieurs cadrans d'horloge. und zweimal 12-Stunden-Einteilung, ein zweites kleineres mit 12-Stunden-Einteilung und auf je einem Ziffernblatt die Wochentage sowie die Jahrestage angezeigt. Eine weitere Anzeige verweist auf den Vormittag oder Nachmittag. Die Zifferblätter sind sehr aufwendig graviert und kunstvoll gestaltet. Die Wochentage sind durch lateinische Namen. Ça paraît, évidemment, quand on est chez soi, ça paraît très court. Jupiter. Attendez, je vais essayer d'avancer quand même pour... Bei der Jahresuhr steht der Zeiger fest und das Zifferblatt dreht Je vais sich. faire une bêtise. Sie zeigt außer den Ziffern für die Tage die Bon, allez. oben auf der Voilà, je voulais juste terminer par ça. Vous voyez, on a ce petit personnage qui... voilà. Donc on a des chevaliers germaniques qui tournent, mais au sommet, on a ces personnages orientaux. Alors, alors, ce mécanisme à billes, en réalité, je conclus, oui. Ce mécanisme à billes, en réalité, il n'a pas vraiment d'utilité. D'ailleurs, on en a très peu des horloges à billes. Donc, pourquoi avoir créé ce mécanisme très complexe Peut-être que cette bille qui est mise en scène de cette manière à l'extérieur de l'horloge peut être un rappel de cette bille qui tombe de manière assez spectaculaire dans le mécanisme d'Al-Jazari. Et là, je vais vraiment terminer avec le dernier indice qui est un indice qui ne tient ni à la technique ni à l'iconographie, mais qui tient à certains détails de ces horloges et qui renvoie plutôt à l'alchimie. En fait, une grande partie de ces mécanismes ont des détails assez insolites, et c'est l'introduction d'éléments naturels à l'intérieur. Si vous regardez le petit pacha à gauche, il a la queue du cheval. En fait, c'est du véritable crin de cheval. Alors, je passe assez vite. Ici, vous voyez, on a de l'ivoire à la place de la défense d'éléphant. Ce n'est pas le cas pour tous les automates. On a ça beaucoup dans les automates voilà,
à thème orientalisant. Et là, je voulais vous montrer ce détail qui est un peu plus curieux. C'est un petit animal, vous voyez sur le socle, qui est un petit animal en fait qui provient d'une technique qui a été inventée à Nuremberg et à Augsbourg, qui est une technique alchimique qui s'appelle la fonte sur le vif. Et en fait, cette technique, là je vous montre un autre automate, vous voyez les petits animaux et les petites plantes, alors j'avance très vite. C'est une technique qui a été inventée par un humaniste et par un alchimiste qui tentait en fait de retrouver l'usage égyptien, nous dit l'humaniste, de recueillir dans les masques funéraires le dernier souffle de vie du défunt. Et donc il a essayé d'appliquer ça aux animaux. Bon, voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails morbides, mais essayer de capturer la vie, en fait, à l'intérieur de la matière. Et bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails alchimiques. Donc voici l'orfèvre qui est l'inventeur de cette technique de fonte sur le vif. Alors ça a été étudié, non, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit, mais ça a été très bien étudié par Pamela Smith, cette technique. Mais ce qui est un petit peu original, c'est de retrouver cette technique sur les automates, parce qu'on ne comprend pas bien ce que ça vient faire ici. Alors, tous ces indices me conduisent à la conclusion, c'est qu'il faudrait également, et là c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et que je compte bien faire maintenant, il faudrait s'intéresser aussi à la symbolique des horloges en général et surtout au lien entre l'horlogerie et la théologie, parce que ces horloges, dans le monde germanique, ont une symbolique qui, à mon sens, trouve des analogies. Alors, les analogies, c'est toujours un petit peu dangereux, mais dans la signification des horloges dans le monde musulman médiéval. Il y a d'ailleurs eu à ce propos une très belle exposition à Karlsruhe sur ce sujet, sur la symbolique des horloges orientales. Voilà, et il y a certaines symboliques qui se retrouvent, à mon sens, dans l'horlogerie du Nord, parce que c'est le développement de toute la thématique du dieu horloger, de la machine du monde. Voilà, et je ne vais pas continuer au-delà. Donc voilà, je n'ai pas résolu le problème, mais bon. Merci. Merci beaucoup, Fanny, pour cette belle communication très illustrée, très animée, à l'image de l'histoire des automates et de l'horlogerie, des horloges. Et puis, merci pour ce pont aussi entre l'Orient et l'Occident et ces interrogations qui, je suppose, vont peut-être susciter des questions. Donc, j'ouvre le débat, donc la salle où vous pouvez bien sûr, on va essayer de poser quelques questions par les trois intervenantes. Je sais pas s'il y a un micro dans la salle. Oh, une question ici, oui, si tu veux, c'est pas grave. Oui, il n'y a pas de problème, on va passer le micro. Merci pour vos deux interventions. En fait, j'ai deux questions, remarques pour tous les deux. Et je commence par Fanny. En fait, je ne sais pas si c'est quelque chose de relevant pour toi, mais je te donne encore pour des parallélismes, soit au niveau iconographique, soit au niveau de la technique. Pour ce qui concerne les éléments des savants avec les instruments astrologiques, et ça peut être intéressant de voir Al-Mouradi, donc c'est un manuscrit qui c'est en Europe, donc peut-être à Florence, quelqu'un il a effectivement eu la chance de le consulter. Et il y a des personnages de savants avec des instruments très similaires en fait. Donc ça pourrait être quelque chose en plus encore. Et pour la question des mécanismes à billes, peut-être il y avait un souvenir aussi en Germanie. On trouve dans les annales de Franck une description d'un horloge d'Harun al-Rachid, donc on est à l'époque abbasside, qui a été envoyé à Charlemagne. Ah, oui, oui. Et ce modèle, il a le billes. Oui, mais il n'existait plus. Non, il n'existait pas. Il y a seulement la description. Oui, il y a seulement la description. Mais les éléments de l'ébille, ils vont retourner encore une fois. Et sinon, j'avais après une question sur Zarqouni. Et c'était une boîte qui vous avait montré. C'est une boîte à serrure avec de serrure. C'est un serrure ou d'un mécanisme pour le
Vous les fermez ou c'était en boîte simple? C'est laquelle? Pardon, peut-être montrer dans l'ordinateur. Non. C'est les Non. derniers. Et ça. Ah oui, c'est un mécanisme qui produit du son et des odeurs. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas en boîte avec de serrure sur la couverture. D'accord. Parce qu'il y a une image très similaire dans Al-Jazari aussi. Oui, mais c'est notre boîte. Et il y a un fragment aussi existant dans... Et donc, je voulais savoir si c'était ça. Mais c'est seulement ça. Merci. D'autres questions dans la salle? Alors, Simran Dali, Madame Mangia. C'est qui fait le micro? C'est moi. Ah, Sophie, pardon. Oui. Déjà, merci pour ces vraiment très, très belles conférences, communication. Alors, moi, j'avais des questions vraiment toutes simples. Une pour Alessia, qui est à propos de quand tu as montré les pots où on recueillait l'eau au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment le système des clepsydres des Grecs pour les temps de parole sur l'agora, par exemple. C'est vraiment ça. Hein? Oui, hein. D'accord, merci. Et alors, une question pour Fanny. Est-ce qu'il y a certains mécanismes, puisque tu as parlé de système hydraulique, et moi, ça m'a fait penser tout de suite à l'orgue hydraulique, par exemple sur la mosaïque de Nénic, on voit vraiment clairement le mécanisme, et là, pour le coup, c'est pour le son. Est-ce que certains de ces mécanismes sont sonorisés? Parce qu'il y avait, par exemple, sur l'éléphant clock, là, une espèce de tambour, je pense. Est-ce qu'il y a le son? Tous. Il y a même des fois plusieurs orgues. Alors, ce sont des orgues pneumatiques qui sont associés, miniatures, qui sont associés à ces automates. Et quelquefois, on en a même plusieurs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs musiques. On a même plusieurs rouleaux dentés pour faire. Et des fois, il y a même plusieurs de ces mécanismes qui fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un oiseau qui chante pendant que un personnage joue de la musique ou tape du tambour. Donc oui, absolument. Le son, c'est un spectacle complet. Hein. Le son est omniprésent. On en a, je voulais vous montrer d'autres vidéos, mais j'ai pas le temps. On a également qui associe de la poudre à canon et donc qui tire des coups de feu. On a des arcs et des flèches. On a, voilà, ils circulent. Enfin, ils font plein de choses. Merci. Je voulais, merci pour cette belle occasion de vous écouter sur l'histoire de la mécanique. Il y a une indication que j'ai retrouvée plusieurs fois sur l'invention du système bielle-manivelle. Alors, on ne sait pas trop, parfois, il est dit que c'est une invention occidentale, et parfois on l'a retrouvé chez le Jazari. Est-ce que vous en savez quelque chose? Alors, c'est très important parce que c'est le départ de toute une ingénierie ça me dit rien. qu'il y a eu pendant la Renaissance, la transformation d'un mouvement translatif en un mouvement rotatif et l'inverse. Oui, il y a quelqu'un qui va répondre à notre place, peut-être. Jean-Charles, monsieur. Merci beaucoup. Je peux répondre à cette question d'une manière un peu, comment dirais-je, opportuniste. Il s'avère qu'en Jordanie, à Jerash, les archéologues français ont mis à jour et ont reconstitué une à eau qui permettait de faire justement, de transformer un mouvement rotatif à un mouvement horizontal pour couper du bois. Et manifestement, c'est une machine qui a été inventée à l'époque byzantine.
au 5e siècle ou 6e siècle, le site de mémoire, mais sur le site de Gerach aujourd'hui en Jordanie, l'ensemble a été reconstitué grandeur nature par une équipe d'archéologues français. Donc je ne sais pas si par la suite le mouvement a été, je dirais, connu, ou bien si ce n'a été qu'un one shot, permettez-moi l'expression, et qu'il a fallu le réinventer plus tard. Mais en tout cas, en Jordanie actuelle, au 6e siècle, ce mouvement biel-manivelle existait et a été reconstitué il y a quelques années, et je l'ai vu fonctionner sur place. Merci. On a Madame Génial, demander la parole. Merci pour ces interventions et je vais demander à Kauthar. Vous avez cité Tabjati et son livre Kanzat-Tujjar fi Ma'rifat al-Ahjar. Est-ce que vous l'avez consulté ou bien à travers une référence parce que j'ai travaillé là-dessus, je l'ai même traduit sous l'encadrement de Claude Cahen. Je ne l'ai pas encore édité. Je voudrais savoir. J'ai vu les deux. J'ai vu les deux. Il existe sur Internet, le manuscrit. Oui. BNF. Et, oui, il y a des articles qui sont écrits sur ce sujet-là, sur le sujet d'utilisation de la boussole dans ce manuscrit-là. Oui, d'accord. On doit se contacter pour le savoir. Merci. Merci. Merci pour les belles présentations. J'avais aussi une question par rapport aux automates. Massoudi, dans les Mourouj, au Xe siècle, lorsqu'il décrit le phare d'Alexandrie, voilà, il évoque, en plus, bon, la description est assez fantaisiste, hein, au-dessus du phare, il évoque en plus du miroir 3 statues automates, soi-disant de bronze, une qui, avec le bras, suit le cours du soleil, je pense, une autre qui émet un bruit terrifiant à l'approche d'un bateau, et la troisième est un mécanisme d'horlogerie ou quelque chose comme ça. Et je voulais savoir si on a une idée d'où il tire son inspiration, si c'est une inspiration ou ses sources. On est au Xe siècle. Donc ça me laisse penser aussi à tous les récits qu'on trouve dans la littérature de cette période aussi plus tardive, aux talismans ils sont caractérisés par des éléments à la fois techniques, à la fois magiques. Encore une fois, pour l'Égypte, je pense à d'autres descriptions sur un statut d'un chevalier qui était censé protéger le tombeau de quelqu'un de noble. Et en fait, on trouve dans la même manière de Massoud, on trouve cette double caractérisation. C'est à la fois quelque chose qui c'est technique, parce qu'il est décrit comme un objet, il a un mécanisme, il bouge comme réaction d'un mouvement externe, mais il y a aussi une caractérisation magique. Ça, c'est intéressant. Mais c'est un discours parallèle, assez de traité. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à la petite pause café. Il y en a une autre? Une dernière? Parce qu'on est très, très pris par le temps. Une dernière question alors, et ensuite on va écourter au maximum la petite pause pour ensuite conclure avec la conférence de clôture. Oui, juste une petite information aussi. Des automates un petit peu ludiques existaient aussi en Occident au XIVe siècle. On a une description des automates du château de Hedin, donc H-E-S-D-I-N en Artois, qui remonte, semble-t-il, à une création du XIVe siècle par un membre de la famille d'Artois qui avait été en Sicile dans cette expédition contre Frédéric II et donc a pu voir des automates dans des jardins de Sicile aussi. Donc, ça c'est un petit complément, mais il y a un rapport un peu indirect. Un petit ajout dans la littérature française, dans les chansons de geste par exemple, et dans les romans aussi, on trouve énormément de descriptions d'automates orientaux qu'on ait croisés ou autres, on trouve dans les palais d'Orient. Voilà, oui.
de Floire et Blanchefleur, par exemple. Oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À donner le roi, Floire et Blanchefleur. On a beaucoup de... C'est ça, oui. Oui, absolument. Merci infiniment aux trois intervenantes et merci à vous. Donc, je vous invite à une petite courte pause café et ensuite nous allons recevoir Michel Cotte pour la conférence de clôture.